Salut les pingouins! Dans cet épisode, on va voir comment un système qui est très peu répandu en France peut vous faire économiser des milliers d'euros. Ça s'appelle le solaire thermique et l'idée c'est de chauffer son eau sanitaire pour la douche et la cuisine grâce au soleil. C'est beaucoup plus performant et efficace que ce qu'on pense, même si vous habitez dans le nord. C'est aussi plus efficace que le solaire photovoltaïque qui fait de l'électricité. Donc dans cet épisode, on va voir en détail comment ça marche et quelles économies on peut espérer faire. Alors tout le monde connaît le solaire photovoltaïque qui crée de l'électricité. Le principe, c'est qu'on a des panneaux solaires avec des cellules photovoltaïques qui vont transformer le rayonnement du soleil en électricité. Et si vous êtes curieux de savoir comment on crée de l'électricité à partir du soleil, j'ai fait une vidéo dédiée sur le sujet, donc n'hésitez pas à aller la voir. Mais il y a une autre technologie qui existe qui va également exploiter l'énergie solaire, mais de façon beaucoup plus efficace, et c'est ce qu'on appelle le solaire thermique. Alors le principe il est plutôt simple, l'idée c'est qu'on va utiliser la chaleur émise par le soleil pour chauffer de l'eau. En fait, cette eau chaude, elle va servir dans la plupart des cas comme eau chaude sanitaire, c'est-à-dire pour la douche ou la cuisine par exemple. Et avec le même principe, on peut aussi avoir des applications où ça va être utilisé dans des systèmes de chauffage. Alors comment ça fonctionne? Vous êtes probablement déjà monté dans une voiture laissée en plein soleil l'été, il fait super chaud dedans, et en fait c'est parce que le rayonnement solaire qui est chargé d'énergie, il traverse les vitres, ensuite il est absorbé quand les rayons touchent l'intérieur de l'habitacle, et ça va libérer de la chaleur qui réchauffe l'air intérieur, et comme en fait c'est un environnement fermé, l'air chaud a du mal à s'échapper, et donc la chaleur reste à l'intérieur. Alors petit à petit la température elle augmente, et en plein soleil, l'intérieur d'une voiture ça peut atteindre facilement les 70 degrés. En fait pour chauffer de l'eau grâce au soleil, on va utiliser le même principe. On prend une boîte vitrée qui laisse entrer les rayons du soleil mais qui est étanche à l'air pour que la chaleur elle reste prisonnière à l'intérieur de la boîte. Et on augmente l'absorption des rayons en utilisant un revêtement noir pour le bord et le fond de la boîte parce que en fait un revêtement blanc ça va avoir tendance à renvoyer une partie des rayons solaires alors que le noir ça va absorber la majorité des rayons solaires. Et ça on peut le voir avec une caméra thermique, par exemple si on porte un vêtement blanc ou un vêtement noir, on voit très bien que c'est pas du tout la même absorption et donc il faut mieux privilégier le noir si on veut chauffer et le blanc si au contraire on veut éviter de trop chauffer. Et puis on va également ajouter de l'isolant thermique sur toutes les parties du panneau qui sont pas vitrées et donc ça va diminuer les pertes extérieures et donc augmenter l'accumulation de chaleur à l'intérieur de notre panneau. Et donc dans une voiture qui n'est pas un système qui est conçu exprès pour chauffer, on peut déjà atteindre facilement les 70 degrés. Alors imaginez dans un panneau solaire thermique qui est spécialement conçu pour accumuler de la chaleur, facilement on peut atteindre des températures qui sont proches des 200 degrés alors qu'il fait seulement 30 à l'extérieur. Bon maintenant on a une boîte avec de l'air chaud à l'intérieur mais on n'a toujours pas d'eau chaude. L'idée ça va être simplement de faire circuler du liquide dans notre panneau parce que vous le savez probablement mais si je prends une masse d'eau là par exemple qui a 50 degrés, que je la place dans ma pièce qui a 20 degrés, les lois de la physique font que les températures vont chercher à s'équilibrer. Donc, mon eau chaude à 50 degrés va doucement diminuer et la température de l'air autour va un petit peu augmenter et au bout d'un moment, si j'attends assez longtemps, l'air et l'eau seront exactement à la même température, il y a un équilibre qui se fait. Dans notre panneau, il va se passer la même chose. Donc on a de l'eau froide qui va entrer à l'intérieur du panneau, cette eau par exemple elle va être à 20 degrés, l'intérieur du panneau, il va être par exemple à 100 degrés et donc il y a un échange qui va se faire. L'eau qui va circuler dans le panneau va se réchauffer, la température va augmenter et donc en sortie, on aura de l'eau plus chaude que ce qu'elle était en entrant. Pour que le fluide chauffe le plus possible, on va utiliser une petite astuce. En fait, la vitesse à laquelle l'air et le liquide vont s'équilibrer, ça va dépendre en grande partie de la surface de contact entre l'air et le liquide. Donc l'idée, c'est d'augmenter au maximum la surface d'échange entre le tuyau et l'air chaud de la boîte. Et le plus simple pour ça, c'est tout simplement de faire plein de petits zigzags. Et donc, on va avoir quelque chose qui ressemble à ça. Et donc là, c'est pareil, l'eau, elle va parcourir l'intérieur du panneau. Mais là, on voit qu'elle va rester plus longtemps, qu'il y a beaucoup plus de surface d'échange entre l'air du panneau et le fluide, et donc on aura un meilleur transfert et un équilibre plus rapide entre les deux températures. Alors le but c'est d'avoir de l'eau chaude par exemple pour se laver, sauf qu'on ne prend pas forcément notre douche quand il y a du soleil. Donc dans la plupart des cas, le panneau solaire thermique il va être relié à une réserve d'eau chaude. Et en fait c'est tout simplement une grosse cuve qui va contenir de l'eau, généralement entre 50 et 200 litres. Et donc en fait ce ballon de réserve c'est vraiment très similaire au ballon d'eau chaude classique qu'on a, qui marche à l'électricité. C'est la même conception, c'est une grosse cuve et autour un isolant pour éviter les pertes de chaleur. Alors vous avez peut-être remarqué que depuis le début, je parle pas vraiment d'eau mais plutôt de liquide ou fluide qui circule dans le panneau qui est réchauffé. C'est parce qu'il y a une petite subtilité dans ce système-là. Mais maintenant, je vais vous parler du sponsor de cette vidéo. Le sponsor de cette vidéo, c'est Devolo, l'expert en CPL qui propose notamment des répéteurs Wi-Fi. Un appareil qui va permettre d'augmenter la portée
profiter du Wi-Fi de sa box. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'appareils connectés. Moi, par exemple, j'ai ma station météo, mes caméras de sécurité, j'ai mes panneaux solaires aussi qui ont besoin d'internet pour remonter des données. Et malheureusement, le signal Wi-Fi n'est pas toujours assez bon dans la maison ou autour de la maison pour que tous ces appareils puissent fonctionner correctement. Moi, j'ai un petit atelier à 10-15 mètres de la maison dans lequel je suis trop loin pour capter le Wi-Fi. Et actuellement, mes panneaux solaires sont installés juste à côté de la maison pour capter le signal Wi-Fi. Mais en fait, j'aimerais les mettre plutôt proche de la cabane, sauf que ça capte pas. Alors là, moi, je dévolo Wi-Fi 1 magique. Et comment ça fonctionne? En fait, il y a un bloc qui est installé à côté de sa box qu'on va relier en Ethernet. Et ce boîtier va en fait diffuser Internet par l'intermédiaire du réseau électrique. Donc en gros, il va diffuser Internet dans toutes mes prises électriques. Et ensuite, dans n'importe quelle prise qui est reliée à mon tableau électrique, je vais pouvoir brancher ces petits modules-là. Et donc ces petits modules-là vont recevoir Internet via la fiche électrique et vont ensuite diffuser un signal Wi-Fi. Et donc on pourra connecter les appareils en Wi-Fi autour de cette prise là. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut en brancher plusieurs. Donc si on a une grosse maison ou un atelier comme moi, eh bien on peut en brancher partout dans la maison où on a besoin. C'est un système qui est vraiment hyper rapide à mettre en place, ça ne demande pas de configuration compliquée. Et moi, au bout de 2 minutes, j'avais déjà le Wi-Fi dans ma cabane qui était opérationnel. C'est un système qui est vraiment fiable et sécurisé. Il n'y a pas de risque que vos voisins se connectent sur votre réseau sans votre autorisation. Et puis niveau performance, j'ai fait des tests et les débits sont vraiment très bons. Donc maintenant, je vais pouvoir bricoler avec Internet dans ma cabane. Je vais aussi pouvoir déplacer mes panneaux solaires qui ont besoin du Wi-Fi. Et puis nous, on va pouvoir continuer la vidéo sur les panneaux solaires thermiques. La plupart du temps, on ne va pas directement chauffer l'eau qu'on va utiliser pour sa douche. Il va y avoir un liquide intermédiaire. Si on utilisait de l'eau, ça poserait notamment des problèmes l'hiver en cas de gel parce que l'eau présente dans le circuit à l'extérieur pourrait geler. Et de l'eau qui gèle, ça augmente de volume et ça peut complètement détruire les tuyaux, les raccords et toute notre installation. En fait, c'est exactement comme quand on laisse une bouteille d'eau remplie à bord fermée dans un congèle, et bien elle explose. Et puis en été, quand la température monte vraiment très haut dans le capteur solaire, ça pourrait aussi poser des problèmes en utilisant de l'eau parce qu'elle va bouillir à partir de 100 degrés, ça peut créer des vapeurs, ça peut créer des contraintes sur le système. Du coup, l'idée, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un fluide caloporteur. C'est tout simplement un liquide qui a des propriétés différentes de l'eau et qui va pas geler en hiver ni bouillir en été quand les températures augmentent trop. C'est donc le fluide caloporteur qui va circuler dans notre circuit solaire, mais nous, on veut quand même chauffer notre eau potable pour prendre nos douches. Alors comment est-ce qu'on fait? On va tout simplement utiliser un échangeur thermique dans notre ballon d'eau chaude. Ah, là il faut que je sorte mon petit échangeur thermique. Exactement comme l'échangeur qu'on utilise dans le panneau pour prendre la chaleur de l'air et la transférer dans le liquide. Sauf que cette fois on veut l'inverse. On veut que le liquide caloporteur qui est maintenant chaud réchauffe l'eau de notre ballon qui est froide. Et donc que ce soit l'échangeur du ballon ou celui du panneau, c'est le même principe physique qui s'applique. En fait les températures, elles cherchent à s'équilibrer. Donc là on a notre capteur solaire, on a notre ballon avec l'échangeur et on va pouvoir les connecter. Donc si on résume, on a le soleil qui vient faire chauffer l'air intérieur dans notre capteur solaire. On a du liquide caloporteur froid qui arrive dans le panneau. Comme le liquide est plus froid que l'air, il y a un échange de chaleur et le liquide caloporteur se réchauffe. Ensuite, le liquide caloporteur chaud sort du panneau. Il va à l'échangeur du ballon. Il va traverser l'échangeur du ballon. Et cette fois, comme le liquide caloporteur est plus chaud que l'eau du ballon, le ballon d'eau chaude va se réchauffer, le liquide caloporteur lui va se refroidir parce que ça s'équilibre, et ensuite le fluide caloporteur froid va retourner dans le panneau, se réchauffer, et ainsi de suite. Et donc c'est comme ça que petit à petit, on va arriver à transférer la chaleur du soleil dans notre ballon d'eau chaude grâce à nos échangeurs et notre capteur. Les tuyaux qui relient le capteur solaire à l'échangeur du ballon d'eau chaude, c'est des tuyaux qui sont thermiquement isolés pour éviter d'avoir trop de pertes. Pour que le système fonctionne, il faut qu'il y ait une circulation du liquide caloporteur, mais pas n'importe comment. Comme on a vu, les températures elles cherchent toujours à s'équilibrer. Donc si la circulation elle est active la nuit alors que notre capteur solaire est froid, on va en fait transférer la chaleur du ballon dans le panneau et ça c'est pas du tout ce qu'on veut. Et puis la vitesse de circulation, ça va aussi dépendre du rayonnement solaire. Un matin un peu nuageux, s'il fait pas très chaud dehors, il faudra plus de temps liquide pour se réchauffer dans le panneau solaire. Donc il faudra une circulation plus lente pour que le fluide ait le temps de se réchauffer. Et à l'inverse, en pleine canicule à 14 h quand les rayons tapent vraiment à fond sur le panneau, le liquide, il n'aura pas besoin de rester très longtemps dans le panneau pour se réchauffer et donc on pourra avoir une vitesse de circulation plus importante. Alors on pourrait se dire que pour gérer la circulation du fluide caloporteur, on a forcément besoin d'une pompe, de quelques capteurs de température et d'un peu d'électronique pour gérer tout ça. En fait, détrompez-vous, on peut très bien faire ça avec zéro électronique grâce à la physique. En fait, l'eau froide est plus dense que l'eau chaude et donc ça veut dire que l'eau chaude, elle va avoir naturellement tendance à monter et l'eau froide à redescendre. Donc si par exemple on prend un grand volume d'eau, l'eau en haut va être naturellement un petit peu plus chaude que celle en bas. On peut tout à fait exploiter ce phénomène-là pour faire circuler le fluide caloporteur uniquement quand c'est nécessaire. En fait, il suffit de faire une petite modification dans l'installation pour qu'en fait le ballon d'eau chaude se retrouve plus haut que notre capteur solaire.
Donc ça veut dire que la nuit, notre panneau là va être plus froid en fait que le ballon qui va être à une température peut-être de 70 degrés. Et donc la température du fluide, elle sera jamais assez élevée pour remonter et pour créer une circulation. Et donc dès qu'on aura les premiers rayons de soleil, le panneau va commencer à chauffer, le fluide va se réchauffer, et dès que le fluide va être plus chaud que celui qui est dans le ballon, on va avoir une circulation. Donc c'est un système qui s'autorégule naturellement et c'est super intéressant parce que ça permet d'avoir une conception plus simple et qui est moins sujet aux pannes électroniques notamment. On a un système beaucoup plus résilient. Le problème avec la convection naturelle, c'est que le ballon d'eau chaude, il doit obligatoirement se retrouver plus haut que le panneau solaire et ça, c'est pas forcément évident. En fait, on va avoir plusieurs cas de figure. Donc on peut installer les capteurs solaires au sol à l'extérieur et installer les ballons d'eau chaude dans la maison de façon à ce que ce soit un petit peu surélevé. Si on veut mettre les panneaux sur un toit, on peut essayer d'installer les panneaux plutôt en bas du toit et installer le ballon vraiment le plus haut possible dans les combles, sachant qu'on peut trouver des ballons solaires qui s'installent à l'horizontale, donc ça permet de gagner aussi quelques précieux centimètres pour essayer de se retrouver au-dessus du capteur solaire. Et sinon, il existe aussi des capteurs solaires avec un ballon intégré directement qui peut être fixé à l'extérieur. Donc l'avantage, c'est que le système est tout en un. L'inconvénient, c'est que le ballon est à l'extérieur et donc on a plus de pertes thermiques. Dans tous les cas, pour que ça fonctionne bien, le panneau il doit être le plus proche possible du ballon. Et encore une fois, c'est pas toujours possible suivant les configurations. Et donc si c'est pas possible d'installer le ballon plus haut que le capteur solaire et donc d'exploiter la convection naturelle, il y a toujours l'alternative d'utiliser un circulateur. C'est tout simplement une pompe qu'on va ajouter sur le circuit du fluide caloporteur et qui va forcer la circulation. On aura des capteurs de température dans le ballon et dans le capteur solaire et en fonction des températures, il y a un système électronique qui va charger d'activer la pompe lorsque c'est nécessaire. Alors ça rajoute un petit peu de matériel, il y a plus de risques que ça tombe en panne et il y a aussi un peu de consommation électrique pour la pompe et l'électronique, mais ça reste quand même un système qui est très fiable, qui marche très bien et qui est très répandu. Il y a un dernier élément qu'on va généralement retrouver dans les installations solaires thermiques, c'est un vase d'expansion sur le circuit du fluide caloporteur. Même si le fluide il supporte mieux le froid et le chaud clos, il va quand même se dilater en fonction des températures et on peut passer de températures très froides en hiver à très très chaudes en plein été. Pour éviter que la pression dans le circuit augmente ou baisse trop, on utilise un vase d'expansion, tout simplement une sorte de réserve de liquide caloporteur avec une membrane souple. Donc quand le fluide va monter en température, il va prendre plus de place et il va venir pouvoir se loger dans ce vase d'expansion. Et dès que la température va redescendre, la membrane va repousser ce liquide dans le circuit. Et donc comme ça, on s'assure que le circuit il est tout le temps complètement rempli et que si jamais il y a une augmentation du volume, on n'augmente pas la pression elle est régulée par le vase d'expansion. Alors là, vous dites peut-être, bon, c'est cool ton histoire, mais pourquoi pas utiliser tout simplement un panneau photovoltaïque qui fait de l'électricité et brancher un ballon électrique dessus? C'est effectivement une solution qui marche, qui peut même être très intéressante dans certains cas, mais il faut comparer les performances des deux systèmes. Dans le cas du photovoltaïque, les meilleurs panneaux du marché, ils arrivent à transformer environ 20 à 25% de l'énergie reçue en électricité. Donc si le soleil envoie 1000 Wh d'énergie sur le panneau, on va pouvoir obtenir 250 Wh environ pour faire tourner la résistance électrique du ballon et chauffer notre eau. Dans le cas du panneau solaire thermique, on va être capable de capter environ 50% de l'énergie du soleil. C'est-à-dire que quand le soleil envoie 1000 Wh d'énergie, on va être capable d'en injecter 500 Wh dans notre ballon pour chauffer notre eau. Donc dit autrement, un panneau thermique, c'est 2 fois plus performant qu'un panneau photovoltaïque pour chauffer de l'eau. Et puis c'est aussi une technologie qui est beaucoup plus simple. Comme j'explique dans ma vidéo sur la fabrication des panneaux solaires photovoltaïques, c'est un processus de haute technologie extrêmement complexe, alors qu'un panneau solaire thermique, c'est une conception beaucoup plus simple et on peut même s'en bricoler un soi-même pour pas trop cher. Ça veut aussi dire que ça se répare plus facilement, que ça nécessite moins d'énergie pour leur fabrication et c'est plus simple à recycler, donc d'un point de vue écologique, c'est aussi très intéressant. Bon alors je vous dis que c'est 2 fois plus performant qu'un panneau photovoltaïque, mais c'est quand même un système qui a un coût qui est pas négligeable et donc c'est important d'avoir une idée un petit peu de la rentabilité d'un tel système. Surtout que c'est un système qui, en France en tout cas, peut pas fonctionner les 365 jours de l'année. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin qu'il fasse 35 degrés dehors pour que ce soit efficace. Même au printemps, en automne, on peut chauffer une bonne partie de son eau grâce au soleil. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que dans la plupart des cas, les ballons solaires, on va aussi pouvoir leur mettre une résistance électrique et donc ils vont pouvoir fonctionner comme un ballon électrique classique. Donc ils auront une résistance qui va chauffer l'eau à l'intérieur, on va les brancher en électricité au réseau. Et donc ça c'est intéressant parce que ça veut dire que si jamais on n'a pas assez de soleil pour chauffer l'eau, on pourra quand même la chauffer grâce à la résistance électrique. En été, on aura uniquement le solaire qui va chauffer l'eau chaude, en hiver ce sera principalement l'électricité. Et puis entre les deux, suivant les jours, les températures, la couverture nuageuse, les deux systèmes vont fonctionner ensemble. Et donc pour calculer la rentabilité du système, il faut connaître un petit peu la proportion d'eau chaude qui sera chauffée grâce au soleil et la proportion d'eau chaude qui sera chauffée grâce à l'électricité.
Et puis bien sûr, il faut avoir une idée de combien coûte un tel système. Alors évidemment, les prix vont beaucoup varier, ça va notamment dépendre du nombre de capteurs qu'on installe, de la taille du ballon d'eau chaude et donc de la quantité d'eau chaude. Pour vous donner une idée, moi chez moi j'ai installé un kit solaire de chez Solaire Diffusion qui m'a coûté 3500 €. Dedans, il y avait 2 panneaux, il y avait un ballon de 200 litres d'eau, toute la partie circulation avec le régulateur, le vase d'expansion. Et puis je me suis construit un support inclinable pour mes panneaux solaires, donc ça m'a coûté à peu près 500 €. Donc moi, mon installation m'est revenue autour de 4000 €. Mais évidemment, c'est possible de trouver des installations moins chères, autour de 2000 € et des bien plus chères si vous souhaitez vraiment chauffer beaucoup d'eau. Mais voilà, ça vous donne une idée. Et puis bien sûr, la production d'eau chaude solaire va dépendre de plein de paramètres, notamment la région où vous êtes, si c'est plus ou moins ensoleillé, l'inclinaison des panneaux solaires. Plus le panneau va être perpendiculaire aux rayons du soleil exposés au sud, plus il capturera une grande quantité d'énergie. Alors ça fait plein de trucs à prendre en compte, mais heureusement, il y a des sites pour calculer tout ça, notamment un que j'aime beaucoup, que je vous mets en description. Il est vraiment très moche, mais il est très efficace. En fait, on rentre tous les paramètres là que j'ai un petit peu cités, le lieu, la surface des panneaux, le volume du ballon, le nombre de personnes qui vont utiliser de l'eau chaude. Et ça vous fait une simulation sur l'année, mois par mois, de quelle quantité d'eau chaude vous pouvez espérer produire avec le solaire, quelle quantité d'énergie en water vous allez pouvoir retirer du soleil. Vous allez aussi pouvoir rentrer le prix du kilowattheure et ça va vous sortir un tableau récapitulatif qui va vous dire quelles économies vous pouvez espérer faire chaque année. Et donc grâce à tout ça, vous aurez une idée de si l'installation par rapport à votre configuration est intéressante ou si c'est pas intéressant, que ça vous coûterait bien plus cher que d'installer par exemple des panneaux photovoltaïques avec un ballon classique électrique. C'est donc un système qui est vraiment intéressant, qui permet de faire des économies qui sont non négligeables et ça permet aussi de réduire son impact écologique puisque le solaire thermique c'est une source d'énergie vraiment très propre et d'ailleurs je pense que c'est la source d'énergie la plus propre. Ça reste tout de même une installation qui n'est pas anodine, il faut un ballon d'eau chaude spécifique, des panneaux solaires, un support, des tuyaux spécifiques, le vase d'expansion, peut-être le circulateur. Mais je pense que dans le cas d'un changement de ballon ou pour une première installation, par exemple si vous êtes en train de construire, c'est vraiment une solution qu'il faut envisager. Et d'ailleurs, si vous cherchez à vous équiper en solaire thermique, vous pouvez aller voir sur le site de Solaire Diffusion et si vous dites que vous venez de ma part, vous avez droit à une petite réduction. Dans un prochain épisode, on va passer à la pratique. Je vais vous montrer comment j'ai terminé l'installation de ce système chez moi. J'avais déjà sorti une vidéo sur la fabrication de mon support inclinable pour les panneaux solaires thermiques. Donc si vous ne l'avez pas déjà vu, elle est juste là. Nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous dis à bientôt les pingouins!